Voici une recette pour écrire une nouvelle fantastique. Vous devrez, pour réussir votre nouvelle fantastique, respecter 6 étapes. La première étape, je choisis la nature du phénomène fantastique et j'élabore mon scénario. La deuxième étape, je choisis le narrateur et le cadre. Troisième étape, je crée les circonstances qui favorisent l'irruption du fantastique. Quatrième étape, je décris le phénomène fantastique et la peur qu'il suscite. Cinquième étape, je choisis la fin de la nouvelle. Sixième étape, je relis et je corrige mon texte. Première étape, je choisis la nature du phénomène fantastique et j'élabore mon scénario. Il faut d'abord trouver des lois fondamentales qui ne peuvent jamais être transgressées. Par exemple, un animal ne peut pas se transformer en homme à part dans les films. Certaines lois liées au temps, à l'espace, à la mort, aux objets inanimés sont immuables. La difficulté est d'écrire un texte qui ne soit pas extravagant, sanguinaire. Il faut que le lecteur ressente de la peur, de l'inquiétude, parce qu'il y croit un peu. Entre magiciens et sorciers, qui remporte la palme? Les magiciens, alliés des forces surnaturelles, usent de formules magiques pour dompter la nature et envoûter les humains. En revanche, les malédictions des sorciers mettent des bâtons dans les roues, provoquant des maladies terrifiantes et surnaturelles. Un livre qui dépeint parfaitement cet univers, La marque de la bête, de Rudyard Kipling. Le fantôme. C'est un mort qui revient parmi les vivants pour les tourmenter. Une âme en peine exige pour son repos qu'une certaine action soit accomplie. Un fantôme hante le lieu où il a accompli un forfait. Un spectre est condamné à une course éternelle. Un mort revient pour se venger ou annoncer une mauvaise nouvelle. Œuvre clé, Charles Dickens, Le Signaleur. La femme fantôme, issue de l'au-delà, est une séductrice dangereuse. Le vivant qui l'a aimée et perdue la rappelle et reste son prisonnier. Ces récits débouchent souvent sur la folie. Œuvre clé, Villiers de l'Isle-Adam, Vera. Le double. Dans la littérature occidentale, ce motif est souvent lié à un déchirement de l'homme entre le bien et le mal. Dans le domaine de l'amour, le héros se partage entre deux femmes, l'une symbole de la pureté, l'autre du vice. Les motifs de l'ombre, du miroir, du portrait sont souvent associés à ce thème. Œuvre clé, Robert Louis Stevenson, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Le double. Le personnage pense voir un autre personnage qui n'est autre que lui-même. Un collégien, William Wilson, est surpris de voir arriver en même temps que lui au collège un élève qui porte son nom et qui est né le même jour que lui. Les deux garçons entrent en rivalité. Un soir, William Wilson pénètre, une lampe à la main, dans le couloir de son double endormi. Les yeux s'arrêtèrent sur sa physionomie. Je regardai. Et un engourdissement, une sensation de glace pénétrèrent instantanément dans tout mon être. Mon cœur palpita, mes genoux vacillèrent, toute mon âme fut prise d'une horreur intolérable et inexplicable. Je respirai convulsivement, j'abaissai la lampe encore plus près de la face. Étaient-ce bien là les traits de William Wilson? Je voyais bien que c'étaient les siens, mais je tremblais, comme pris d'un accès de fièvre. Le même nom, les mêmes traits, entrés le même jour à l'école. Et puis cette hargneuse et inexplicable imitation de ma démarche, de ma voix, de mon costume et de mes manières. Frappé d'effroi, pris de frissons, j'éteignis ma lampe, je sortis silencieusement de la chambre et quittai une bonne fois l'enceinte de cette vieille école pour n'y jamais revenir. Edgar Allan Poe, William Wilson dans Nouvelles. La chose est terrifiante car elle est indéfinissable et invisible. Elle oppresse, elle nuit, elle tue. L'œuvre clé est le Horla de Maupassant. L'objet doué de vie. La littérature fantastique est riche en statues, tableaux, objets divers qui s'animent. Par exemple, dans cet extrait de Qui sait de Guy de Maupassant, le narrateur revient à pied du théâtre à 1h du matin. Lorsqu'il arrive dans son jardin, il entend un bruit étrange. Et voilà que j'aperçus tout à coup sur le seuil de ma porte un fauteuil, mon grand fauteuil de lecture, qui sortait en se dandinant. Il s'en alla par le jardin. D'autres le suivaient, ceux de mon salon, puis les canapés bas et se traînant comme des crocodiles sur leurs courtes pattes, puis toutes mes chaises avec des bonds de chèvre et les petits tabourets qui trottaient comme des lapins.
Autre personnage, le vampire. Le vampire s'assure une perpétuelle jeunesse en suçant le sang des vivants. C'est le plus souvent un homme mort en état de péché mortel, un sorcier, un infidèle, un assassin, un suicidé ou une personne contaminée par un vampire. L'œuvre clé est Dracula de Bram Stoker. Voici un extrait de La morte amoureuse de Théophile Gautier. Le prêtre Romuald a eu le malheur de porter ses regards sur une femme étrange, Clarimonde. Il apprend par la suite que cette femme est morte, mais voici qu'elle lui apparaît et vient le retrouver toutes les nuits. Un matin, en coupant un fruit, il se fait une entaille au doigt. Le sang partit aussitôt en filets pourpres et quelques gouttes rejaillirent sur Clarimonde. Ses yeux s'éclairèrent, sa physionomie prit une expression de joie féroce et sauvage que je ne lui avais jamais vue. Elle sauta à bas du lit avec une agilité animale, une agilité de singe ou de chat, et se précipita sur ma blessure qu'elle se mit à sucer avec un air d'indicible volupté. Elle avalait le sang par petites gorgées, lentement et précieusement. Quand elle vit que le sang ne venait plus, elle se releva, l'œil humide et brillant, plus rose qu'une aurore de mai, la figure pleine, la main tiède et moite, enfin plus belle que jamais, et dans un état parfait de santé. « Je ne mourrai pas, dit-elle à moitié folle de joie et en se pendant à mon cou. Je pourrais t'aimer encore longtemps, ma vie est dans la tienne et dans tout ce qui est moi vient de toi. Quelques gouttes de ton riche et noble sang, plus précieux et plus efficace que tous les élixirs du monde, m'ont rendu l'existence. » La statue animée. Une statue, un mannequin, une armure, un automate, une poupée s'anime soudain et acquiert une redoutable indépendance. L'œuvre clé, Prosper Mérimée, la Vénus d'Île. Le diable. Considéré comme le principe du mal, le diable est associé aux péchés les plus graves qui entraînent la malédiction et la mort. C'est le tentateur par excellence, son arme est le désir qu'il suscite chez ses victimes. L'œuvre clé est le golem de Mering. Le pacte avec le diable permet d'obtenir l'amour, la richesse, le pouvoir, le savoir, mais l'homme qui fait un tel pacte donne en échange son âme au diable. Le docteur Faust en est l'exemple le plus célèbre. Figure majeure de l'univers fantastique, il séduit ses victimes qui passent un pacte avec lui, ce qui les conduit à la mort ou à la damnation. Voici un extrait de La peau de chagrin de Honoré de Balzac. Raphaël, qui a perdu son argent au jeu, attend l'aube pour se jeter dans la Seine. Il entre par hasard chez un vieil antiquaire qui lui cède une peau de chagrin, c'est-à-dire un morceau de cuir, au pouvoir magique. Elle exauce tous les désirs, mais rétrécit à chaque souhait réalisé. Et lorsqu'elle sera épuisée, c'est la mort pour celui qui la possède. Raphaël est tenté. Un éclat de rire, parti de la bouche du petit vieillard, retentit dans les oreilles du jeune fou comme un bruissement de l'enfer. « Vous avez signé le pacte, tout est dit. Maintenant, vos volontés seront scrupuleusement satisfaites, mais aux dépens de votre vie. Le cercle de vos jours, figuré par cette peau, se resserrera suivant la force et le nombre de vos souhaits, depuis le plus léger jusqu'au plus exorbitant. » C'était un extrait de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Le monstre. Il est objet de terreur et de répulsion. Dans les contes de fées, le monstre est nain, géant ou ogre. Dans la littérature fantastique, c'est un criminel ou un fou, un être défiguré qui terrifie les gens, comme Frankenstein de Mary Shelley. La mort. Tantôt elle désigne ses victimes pour les punir, tantôt elle les choisit au hasard. Elle est parfois personnifiée. L'œuvre clé, le masque de la mort rouge de Edgar Allan Poe ou le film Orfeo Negro de Marcel Camus. L'espace déconstruit. Une chambre, un appartement, un étage, une maison, une rue sont effacés de l'espace. Un lieu disparaît. Par exemple, un voyageur ne retrouve plus au matin la chambre dans laquelle il a dormi la nuit. C'est le cas de La chambre perdue de O'Brien. L'espace fantastique par excellence est le labyrinthe, lieu à la fois ouvert et isolé, multipliant les tours et le détour. C'est le cas du texte Les montagnes hallucinées de Lovecraft. L'arrêt ou la répétition du temps. Les mêmes faits se reproduisent dans le même ordre, ou bien le temps se dédouble, se multiplie ou s'immobilise. Le héros vit, par exemple, 10 fois la même horreur, jour après jour.
C'est le cas de La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe, ou les films C'est arrivé demain ou Un jour sans fin. Vous pouvez aussi choisir un des motifs suivants. Vous voyez un personnage sortir d'un jeu vidéo, d'un film, ou, l'inverse, vous vous retrouvez dans un tableau ou un jeu vidéo. Vous êtes transporté dans une autre époque. Dans ce cas, attention aux anachronismes. Un miroir vous renvoie d'étranges perceptions. Par exemple, votre reflet n'est pas tout à fait vous. Voici comment construire votre nouvelle fantastique. L'introduction. Dans l'introduction, le narrateur explique en général pourquoi et comment il est arrivé à raconter l'aventure qui lui est arrivée, à lui ou à un de ses proches, ou dont il a été témoin. Il introduit un univers réaliste. Le héros n'a aucun soupçon de ce qui va lui arriver. Il n'a pas peur, puisque de toute façon, il est dans un monde réaliste. Son aventure commence de manière banale et ne comporte que de petits faits insolites et isolés. L'avertissement. L'avertissement est le début de l'aventure fantastique. Le héros entreprend quelque chose et un signe ou un personnage l'avertit qu'il est dangereux de continuer. La transgression. Le héros ne tient pas compte de l'avertissement et accomplit ce qu'il désirait faire ou succombe à la tentation et à la curiosité. L'aventure. N'ayant pas tenu compte de l'avertissement, le héros va se trouver entraîné dans une aventure étrange. Tout à coup, un phénomène inexplicable se produit. À partir de ce moment, des événements de plus en plus inquiétants surviennent, ou bien le même événement se répète sans que le héros puisse expliquer ce qui lui arrive. Le châtiment. Le héros vit désormais dans l'obsession du phénomène. Face au danger, il est inutile de fuir. Le héros d'un récit fantastique est toujours une victime. Le châtiment peut prendre la forme de la malédiction ou de la mort, de la folie, de l'isolement. La conclusion. La conclusion marque la fin de l'événement fantastique. Le récit s'achève par un point d'interrogation. Le lecteur reste partagé entre une interprétation naturelle du phénomène ou une interprétation surnaturelle. Ces deux interprétations doivent se fonder sur des indices ambigus. L'impossibilité de trancher définitivement fait naître le trouble, le malaise, voire l'angoisse chez le lecteur lui-même. Étape 2. Je choisis le narrateur et le cadre. Les récits fantastiques sont généralement écrits à la première personne, mais on rencontre également des récits à la troisième personne. Le choix du point de vue dépend de l'effet que l'on veut produire sur le lecteur. Le récit à la troisième personne. Ce type de récit présente un personnage qui subit passivement les événements. Il n'est jamais assez lucide pour s'interroger sur lui-même et sur le phénomène surnaturel. Le récit à la troisième personne permet d'analyser tout ce que le personnage ressent. Il permet également de mener le personnage à une fin tragique sans invraisemblance. Le récit à la première personne. Le narrateur-acteur. Lorsque le narrateur-acteur entame le récit des événements, le lecteur sait qu'il a eu la vie sauve. L'aventure est terminée, souvent depuis longtemps. Il a été profondément marqué par cette aventure. Il craint de ne pas être cru et continue de s'interroger. C'est le cas du narrateur dans Qui c'est de Guy de Maupassant. Mon Dieu, je vais donc écrire enfin ce qui m'est arrivé? Mais le pourrais-je? L'oserais-je? Cela est si bizarre, si inexplicable, si incompréhensible, si fou. Le narrateur témoin. Un premier narrateur totalement digne de foi, un savant, un archéologue ou un médecin, explique des faits étranges dont il a été témoin. Il possède un certain recul par rapport aux événements. Même s'il se sent intellectuellement supérieur à la victime, il finit par être troublé par les faits, ce qui renforce l'effet fantastique. Le récit fantastique peut aussi être emboîté dans un premier récit. Au cours d'une soirée entre amis, par exemple, vous écoutez un personnage raconter ce qui lui est arrivé. Un soir d'hiver, qu'entre gens de pensée nous prenons le thé autour d'un bon feu, chez l'un de nos amis, le baron Xavier de la conversation tomba sur un sujet des plus sombres. Il était question de la nature de ces coïncidences extraordinaires, stupéfiantes, mystérieuses, qui surviennent dans l'existence de quelques personnes. Voici une histoire, nous dit-il, que je n'accompagnerai d'aucun commentaire. Elle est véridique. Peut-être la trouverez-vous impressionnante. C'était un extrait de L'Intersigne dans Contes cruels d'Auguste de Villiers de l'Isle-Adam.
Comment commencer? Exemple de phrase d'amorce. Ce soir-là, j'étais rentrée du collège un peu fébrile. Ce soir-là, je m'étais couchée assez tôt. J'avais lu longtemps au lit. J'avais passé l'après-midi au musée. Je jouais depuis 2 heures à un jeu vidéo. Mes yeux commençaient à cligner. Nous avions loué un chalet à la montagne, une maison au bord de la mer. Comme chaque soir, j'allumais mon ordinateur pour consulter mes mails. L'écran s'éclaira. Pour ce qui est du cadre, ancrer l'histoire dans un cadre réaliste, avec un lieu, une saison, un moment de la journée, le lecteur sera ainsi disposé à vous croire. Le héros d'une nouvelle fantastique possède certaines caractéristiques. Au départ, c'est un homme ou une femme comme tout le monde. Il se caractérise par sa banalité. Cela permet au lecteur de mieux s'identifier à lui et mieux ressentir son angoisse. Si le fait surnaturel peut intervenir dans une vie aussi tranquille, rien ne s'oppose à ce qu'il intervienne dans la propre vie du lecteur. Le héros est généralement un individu de bon sens, réputé pour son intelligence et sa mesure. A priori, il est digne de foi. Enfin, le personnage fantastique est souvent seul. Il vit une solitude sociale, affective ou intellectuelle que souvent il a voulu. Quand le personnage se trouve en présence du phénomène fantastique, il est déchiré entre ses convictions rationnelles et ce qu'il a vu. Plus personne ne le comprend et sa solitude s'en trouve renforcée. Généralement, il tente de lutter en essayant de comprendre. Quelle que soit la manière dont il affronte le surnaturel, il ne sera plus jamais comme avant, même s'il a la vie sauve. Étape 3. Je crée les circonstances qui favorisent l'irruption du fantastique. Créer les circonstances qui permettent de basculer dans le fantastique. Par exemple, un éclairage faible, des bruits suspects ou inquiétants. L'événement surnaturel survient souvent de nuit, où les formes peuvent être indistinctes. Par exemple, dans ce passage de Qui sait de Guy de Maupassant. Il faisait noir, mais noir, au point que je distinguais à peine la grande route et que je faillis, plusieurs fois, culbuter dans le fossé. Il était 1 heure du matin, 1 heure ou 1 heure et demie. Ou alors dans cet extrait de Omphale de Théophile Gautier. Un furieux coup de vent fit battre les volets et ployer le vitrage de la fenêtre. Les boiseries craquèrent, la tapisserie ondula. L'événement peut en effet survenir un soir d'orage ou de tempête. Il faut faire peur au lecteur. Des monstres ou des créatures mythologiques, des objets surnaturels, des phénomènes étranges apparaissent. L'expression des émotions est alors très importante pour que le lecteur puisse se laisser aller au plaisir de la terreur. Les descriptions peuvent être exagérées, hyperboliques. Elles sont souvent poussées à l'extrême dans le genre gore, de l'anglais gory, sanglant. Mais je ne parle bien sûr que des descriptions. L'émotion du lecteur est intensifiée si l'on alterne les moments de tension et de relâchement de la peur. Il ne faut pas oublier de décrire le personnage effrayé. C'est à lui que le lecteur s'identifie. C'est grâce à lui qu'il se projette dans l'histoire. Besoin de mots? Pour les notations visuelles, vous pouvez utiliser les mots pénombre, pièce éclairée par la lune, la lueur d'une bougie, les reflets rougeâtres d'un feu de cheminée. Pour les notations auditives, vous pouvez utiliser bruit imperceptible, craquement, sifflement du vent, silence, tic-tac de pendule, cloche de l'église, ressac des vagues. Étape 4. Je décris le phénomène fantastique et la peur qu'il suscite. Décrire l'impossible. Comment décrire ce qui n'existe pas? Voilà la plus grande difficulté d'écriture à laquelle vous allez être confronté. Vous aurez sans doute la tentation de l'horreur, du gore, mais un véritable travail d'écriture méprise ces effets trop voyants et trop faciles. Voici quelques procédés qui vont vous permettre de faire monter l'angoisse de façon plus subtile. La caractérisation par défaut. Il s'agit de nommer le phénomène sans le nommer. La chose, ça, on, quelque chose, la créature. Par exemple, dans cet extrait de Dracula de Bram Stoker, Mina recherche son amie Lucie qui souffre de somnambulisme et qui a disparu. Elle l'aperçoit sur un banc dans un parc. Je vis enfin le siège et la silhouette blanche car j'étais si proche que je pouvais tout distinguer en dépit de l'ombre. Sans le moindre doute, quelque chose de long et de noir se penchait sur la silhouette blanche. Épouvantée, j'appelai Lucie. Quelque chose releva la tête. Et d'où je me trouvais, je pus distinguer un visage pâle et des yeux injectés de sang. Besoin de mots?
pour exprimer l'indistinct. Quelque chose, une forme, une silhouette, une ombre, une tache, une lueur, un spectre, une apparition vague, floue, indéfinie, confuse. Vous pouvez utiliser les ressources de la modalisation. Par exemple, peut-être, sans doute, c'était comme si, ça ressemblait, on aurait dit. Utilisez des phrases passives, sans complément d'agent. Je constatais qu'un tour de clé avait été donné pendant que je dormais. Vous pouvez utiliser également la description négative. Le narrateur choisit de dire qu'il ne peut pas décrire la créature. Elle ne ressemble à rien de connu, elle n'évoque aucune forme humaine, animale ou végétale, n'entre dans aucune catégorie. Oh, comme elle était belle! Ni les vers du poète, ni la palette du peintre n'en peuvent donner une idée. C'est la description de la morte amoureuse de Théophile Gautier dans la nouvelle du même nom. Vous pouvez utiliser également la description hyperbolique. Le narrateur amplifie les détails, utilise un vocabulaire précis, varié. Il peut employer le superlatif le plus. Les accumulations produisent un effet d'insistance sur le dégoût ou l'horreur. Voilà un extrait de Le pied de momie de Théophile Gautier. Je vis s'avancer la figure la plus étrange qu'on puisse imaginer. Donc il s'agit d'une description d'une momie. Vous pouvez utiliser la description oblique. Le phénomène n'est jamais vu en pleine lumière, ni sur tous les angles. La nuit, le brouillard, la pluie masquent tout en t'en montrant. Ou bien encore, le phénomène est décrit par les effets qu'il produit sur le héros, si épouvanté qu'il ne peut même pas bien voir. On assiste au retour effrayant de visions imprécises, de bruits inquiétants, de rythmes sourds, de frôlements suspects, de courants d'air. Les images. Le phénomène ne peut être désigné et décrit que par des périphrases et des comparaisons ou des métaphores. Ces procédés permettent d'évoquer ce qui ne peut pas être décrit directement. Par exemple, dans cet extrait du pied de momie de Théophile Gautier, elle me tendit sa main qui était douce et froide comme une peau de couleuvre. Il s'agit de la description d'une momie. Le vocabulaire du regard. Le thème du regard est omniprésent dans la littérature fantastique. Il faut en effet traduire l'angoisse du personnage qui voit et ne peut rien dire. La syntaxe et la ponctuation dits expressifs permettent d'appuyer un sentiment, une émotion, une réaction. Utiliser les points d'exclamation, les points d'interrogation, les points de suspension. Les phrases exclamatives servent à exprimer l'émotion. Les phrases interrogatives traduisent le doute du personnage. Le vocabulaire de la peur. La peur saisit le héros brutalement et de plus en plus violemment. Il est donc important de varier les moyens de l'exprimer afin de ménager une progression. Vous pouvez utiliser un dictionnaire des synonymes pour vous aider à varier les manifestations physiques et psychologiques de la peur. Un extrait de Sur l'eau de Guy de Maupassant. J'éprouvais un malaise horrible. J'avais les tempes serrées. Mon cœur battait à m'étouffer. Utilisez des termes qui insistent sur le caractère étrange du phénomène. Par exemple, dans cet extrait de Aria Marcella, Octavien, en visite à Pompéi, dîne avec des amis, puis se promène dans les ruines de la ville. Soudain, il se retrouve transporté dans l'Antiquité. Un prodige inconcevable le reportait, lui, Français du XIXe siècle, au temps de Titus, un empereur romain, non en esprit mais en réalité, où faisait revenir à lui du fond du passé une ville détruite avec ses habitants disparus. Car un homme vêtu à l'antique venait de sortir d'une maison voisine. C'était un extrait de Aria Marcella de Théophile Gautier. Vous pouvez utiliser des phrases interrogatives ou exclamatives, comme dans cet extrait de La nuit de Guy de Maupassant. Une épouvante me saisit, horrible. Que se passait-il? Oh, mon Dieu, que se passait-il? Ou la ponctuation. Je tirai ma montre. Elle ne battait plus. Elle s'était arrêtée. C'était un extrait, encore une fois, de La nuit de Guy de Maupassant. Si vous avez besoin de mots, en voici quelques-uns. Pour exprimer l'étrange, vous pouvez dire prodige, phénomène mystérieux, incompréhensible, inexplicable, bizarre, singulier, étonnant, anormal, stupéfiant, incroyable, prodigieux. Le doute est l'explication rationnelle. Doutez de la réalité du phénomène et introduisez des explications rationnelles. Le narrateur d'un récit fantastique cherche toujours à expliquer la situation de façon logique afin de se rassurer.
Par exemple, comme cet extrait de Dracula de Bram Stoker. Je ne voulus pas en croire mes yeux. Je me dis que la clarté de la lune me jouait des tours ou que l'ombre m'empêchait de distinguer ce qui se passait. Quelques moments d'attention suffirent pour me prouver que je ne rêvais pas. Utilisez des verbes comme sembler, croire, etc. Par exemple, en me déshabillant, il me sembla que les yeux d'Omphale avaient remué. Je crus voir qu'elle avait la tête tournée en sens inverse. C'est un extrait de Omphale de Théophile Gautier. Si vous avez besoin de mots, en voici. Je crus apercevoir. Était-ce l'effet du délire? Avais-je perdu la raison? Qu'était-ce donc? Suis-je fou ou folle, me dis-je? Étape 5, je choisis la fin de la nouvelle. Retour à la réalité. Une fois que le phénomène est passé, penchez pour une explication rationnelle. Vous aviez rêvé, vos sens vous ont trompé, vous avez été victime d'une hallucination ou d'une fièvre un peu trop intense. La preuve du fantastique. Terminez par une phrase où, convaincu que rien n'était vrai, vous repérez des traces ou indices du surnaturel qui témoignent de la réalité de votre expérience fantastique. Un objet retrouvé, un cheveu, une marque quelconque. Laissez le lecteur dans le doute. Il doit être dans l'incapacité de trancher entre une explication naturelle ou surnaturelle des faits. Dans Le pied de momie, le narrateur a acheté chez un brocanteur le pied momifié d'une princesse égyptienne. La nuit, celle-ci lui apparaît en rêve. Comme il lui rend son pied, elle pose sur son bureau un pendentif vert qu'elle portait à son cou. Elle l'entraîne ensuite dans l'Égypte antique. Il la demande en mariage à son père qui lui prend le bras. Au matin, un ami vient réveiller le narrateur. Voici par exemple un extrait du texte Le pied de momie dans le musée des familles. J'aperçus mon ami Alfred qui me tirait par le bras et me secouait pour me faire lever. « Ah ça, enragé dormeur, il est plus de midi. Tu te rappelles donc pas que tu m'avais promis de venir me prendre pour aller voir les tableaux espagnols de Monsieur Aguado ?»« Mon Dieu, j'en y pensais plus, répondis-je en m'habillant. Nous allons y aller, j'ai la permission ici sur mon bureau. Je m'avançai effectivement pour la prendre, mais jugez de mon étonnement lorsqu'à la place du pied de momie que j'avais acheté la veille, je vis la petite figurine de pâte verte mise à sa place par la princesse Hermontis. Variante, vous pouvez aussi terminer par le fait que vous n'avez aucune explication. Le fantôme d'une jeune femme est apparu au narrateur alors qu'il était allé dans sa demeure chercher des papiers à la demande de son mari. Une enquête a eu lieu. L'enquête n'aboutissant à rien, les recherches furent interrompues. Et depuis 56 ans, je n'ai rien appris. Je ne sais rien de plus. C'était un extrait de L'apparition de Guy de Maupassant. Étape 6. Je relis et je corrige mon texte. J'ai respecté la narration à la première personne du singulier tout au long du récit. J'ai situé mon récit dans un cadre réaliste. J'ai introduit un phénomène fantastique. J'ai utilisé le vocabulaire de la peur. J'ai introduit une tentative d'explication rationnelle. J'ai laissé planer le doute à la fin du récit. J'ai vérifié l'orthographe et la correction de la conjugaison. Pour ce qui est de l'orthographe et de la grammaire, 6 étapes. Pour chaque phrase, on identifie les verbes, on peut les souligner. Puis on se pose 2 questions essentielles. Qui est le sujet? Quel est le temps? L'orthographe d'usage, mot par mot. Les lettres oubliées, N ou M devant un B ou un P, les valeurs de la lettre G, de la lettre C. L'accord des adjectifs, masculin, féminin, singulier, pluriel. Les homophones grammaticaux, A ou, C, son et. Les mots invariables ou mots outils, déterminants, adverbes, prépositions. Les erreurs que l'on fait le plus souvent. En général, chacun de nous a tendance à faire toujours les mêmes erreurs. Il suffit de les identifier et de penser à les traquer précisément. Il faut donc relire attentivement les corrections des travaux d'écriture précédents pour connaître ses points faibles. À la fin de ces 6 relectures, il ne reste en principe que les fautes que l'on ignore soi-même. Pour les erreurs restantes, en général 10% au plus, il est plus difficile de corriger des erreurs qu'on ne sait pas reconnaître soi-même comme telles. Il faut être soupçonneux et agir avec méthode et se doter d'un dictionnaire. Chaque fois qu'un mot est écrit avec une lettre double, on pourra se demander si elle ne devrait pas être simple. En cas de doute, on vérifie dans le dictionnaire. Chaque fois qu'un mot commence par ap, ac, ab, on vérifie si la consonne doit être doublée ou non. On vérifie chaque en, em, an, am. On vérifie les fins des mots en t, d, p,
PS, TS, muet. On surveille les complications inutiles. Certaines personnes ont tendance à rajouter des H ou des Y inutiles, encore une fois, à vérifier dans le dictionnaire. En procédant de cette manière systématiquement, il restera de moins en moins d'erreurs à chaque production d'écrit, car la mémoire enregistre les orthographes usuelles, les procédures de réflexion sont automatisées, accord sujet-verbe, non adjectif, et les noms sur lesquels on se trompe souvent sont plus vite repérés pour une surveillance rapprochée.